Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous ai fait quelques vidéos sur mai 68, enfin comment je l'ai vu, comment je l'ai ressenti et tout ça. Et dans une de ces vidéos, je vous indiquais qu'il s'était passé quelque chose avec le théâtre de l'Odéon et qui a un rapport avec ma famille. Alors je vous explique un petit peu pourquoi le théâtre de l'Odéon il reste une anecdote du mai 68 pour notre famille. Ma grand-mère paternelle, dont je vous ai expliqué, elle est venue en France et elle a eu 11 enfants. 5 garçons, 6 filles. Les 3 derniers garçons sont nés en France et ils ont obtenu la nationalité française uniquement parce qu'à l'époque, on ne vous donnait pas la nationalité française n'importe comment à bout de châle. Il fallait être montré patte blanche et c'est pas parce que vous êtes né en France que vous y avez droit. Donc mon papa a eu la nationalité française à 23, alors qu'il est né en 21 à Urdos, dans les Basses-Pyrénées, on disait à l'époque. Donc ils arrivent à Toulouse, et par contre, malgré qu'elle ait eu 6 filles, malheureusement, avec ce qui se passait à cette époque-là, il n'y avait pas d'antibiotiques, et bien ma tante, enfin une seule fille a réussi à survivre, et d'ailleurs elle est décédée à l'âge de 100 ans, et oui, 4 mois avant ses 100 ans. Voilà, et elle était née le même jour que moi, au mois d'août. Voilà. C'était un signe pour mon papa que sa sœur est adorée, parce qu'il aimait beaucoup sa sœur. En fait, ma tante, quand mon père est parti au STO, on ne le retrouvait plus. Ce sont les Russes qui ont ouvert le camp, qui ont délivré les prisonniers du camp et des fermes alentours, bien évidemment. Et mon papa, qui mesurait, qui n'était pas bien grand, hein, c'était un homme qui n'était pas tellement grand, 1m72, 74, je ne sais plus très bien, et il ne pesait plus que 39 kilos. Je vous l'ai dit, hein, on ne lui donnait pas à manger, on les battait, voilà. Et il ne mangeait que ce qu'il trouvait, quand ils arrivaient à trouver quelque chose. Et donc, le fait de manger des saletés, des orties, enfin, les orties c'est pas tellement mauvais, mais enfin des racines, de n'importe quoi, il avait l'estomac qui était, voilà, qui était très mal. Et comme il était si maigre et à moitié mort, les Russes l'ont mis dans un hôpital militaire qu'ils avaient dans le coin, et il y restait longtemps. Mais impossible d'avoir des nouvelles en France. Sa sœur, ma tante, n'arrivait pas à savoir où il était. Ma tante donc allait voir la Croix-Rouge française, puis il a fallu qu'elle cherche par la Croix-Rouge internationale. Et mon papa, en Allemagne, elle a réussi à le ramener par la Croix-Rouge internationale, et c'était le dernier train qui ramenait les prisonniers de guerre ou le STO. C'était le dernier train. Il a échappé belle à mon papa, parce que les Russes, il a interdit, il a empêché tout un tas de Français de rentrer en France. Ils ont été envoyés en arrière, on leur a pris les papiers et ils n'ont pas pu rentrer en France. Il y en a une grande quantité de Français qui ont été, de fait, se sont retrouvés russes, parce que voilà, ils étaient prisonniers, et puis bon, ils se sont mariés avec des femmes russes, et ils ont fait souche en Russie. Jusqu'à ce que la Russie soit ouverte, là, l'URSS s'ouvre, ils n'ont pas pu rentrer en France. Mais juste, ça devait être le dernier train de rapatriement, et mon papa était dedans, et sinon je ne serais pas là pour vous en parler, bien évidemment. Donc voilà. Figurez-vous que ma grand-mère, qui a eu 11 enfants, les 3 derniers c'était des garçons qui sont nés en France, elle avait aussi une fille qui a résisté, parce que sur les 6 filles qu'elle a eues, 5 sont mortes de maladies infectieuses enfantines. Il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Et une seule a réussi à s'en sortir, ma tante, que j'adorais, ma marraine, comme je l'ai appelée. Pendant des années, j'ai vraiment adoré ma tante. Ça a été, voilà. Et puis ma tante, j'en ai déjà parlé dans un film ou une vidéo. C'était une cuisinière, mamma mia, vous savez. Vous avez déjà entendu les chefs, là, les grands chefs, avec 12, 15, 18 étoiles, au guide Michelin et tout ça. Ils n'arrivaient même pas à la cheville de ma tante. Elle faisait de cette cuisine de famille. Quand on finissait l'assiette, on était toujours en train, avec un bout de pain, de passer. Son mari lui disait aussi,
si ça continue, je vais user l'assiette, je vais l'avaler pour être sûr que j'ai les pieds. On léchait l'assiette, on n'en pouvait plus tellement c'était bon. Mais quelle cuisine faisait ma reine, mais quelle cuisine. Et ma reine, quand elle est arrivée en France, elle est née en Espagne en 1908. Quand elle est arrivée en France, elle était petite. Il n'y avait pas d'argent. C'était une misère hein. En Espagne, encore plus là-bas, ils mouraient de faim. Mais en France, avec la guerre de 14-18, c'était pas mieux. Hein. C'était en 1915 qu'ils sont venus. Et donc, comme elle était toute grosse, elle avait 8 ou 9 ans, il fallait qu'elle gagne quelques sous. Et elle s'est retrouvée en train de laver les draps d'un hôtel. Elle avait 8 ans. Elle n'arrivait même pas à la hauteur de l'évier. Elle montait sur une caisse en bois et elle vas-y, dans le lavabo, à la main, hein, avec de l'eau chaude qu'elle faisait chauffer dans la grosse cheminée. Il fallait traîner les brocs d'eau chaude et tout ça. Et elle lavait les draps. Enfin, elle a travaillé comme c'est pas possible. Et puis, pas de chance, elle est tombée amoureuse d'un homme, c'était un Espagnol, un Andalou. Lui, c'était un grand feignant. Mon oncle était adorable, hein. Je l'aimais beaucoup, hein. Toujours en train de rire et tout ça. Il jouait d'accordéon, enfin voilà, il avait beaucoup d'humour et tout, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui voulait travailler régulièrement. Il travaillait de ci, de là. Et il n'avait pas un emploi durable, et voilà. Et donc, ma tante, comme elle était seule, elle a eu que 2 enfants, mon cousin aîné, qui est décédé d'une crise cardiaque, et sa sœur, ma cousine Germaine, qui est décédée en avril, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui m'avait fait beaucoup de peine. Donc, ma tante, elle s'est mariée, donc, elle a eu ses 2 enfants, et elle a dû travailler comme elle pouvait pour rentrer quelques sous. Il n'y avait pas de salaire, comme maintenant, il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas des tickets restaurants, des chèques vacances, il n'y avait pas tout ça. Hein, voilà. D'ailleurs, quand j'étais jeune, que je travaillais, ça n'y était pas non plus. C'est pas si longtemps que ça existe. Enfin bref. Et donc, ma tante s'est débrouillée à faire ce qu'elle a pu pour gagner de quoi mettre dans l'assiette de ses enfants. Puis donc, son mari est décédé en 67 et elle a trouvé un emploi. Et l'emploi qu'elle avait trouvé, c'était au théâtre de la Digue, comme on appelait à l'époque. Et puis finalement, quelques années après, il est devenu le théâtre Daniel Sorano. Parce que Daniel Sorano, c'était un comédien qui a eu une certaine heure de gloire, parce qu'il avait joué, il a eu son heure de gloire, parce qu'on l'a vu à la télévision française, quand ils ont joué, Cyrano de Bergerac. Ça a été un Cyrano, alors extraordinaire. Bien mieux que, là je dois le dire, mais que, parce que moi je l'ai vu à la télévision en noir et blanc, jouer Daniel Sorano, mieux, et pourtant il n'était pas si mal que ça, hein, que notre grand Gérard Depardieu. Mais Daniel Sorano, voilà, il était un peu mieux, quoi. Ou alors c'est parce que, je sais pas, c'était mon enfance, ma télévision en noir et blanc de l'époque, ça me rappelle les souvenirs. Et il me semblait que Daniel Sorano, bon, enfin bref, le théâtre de la Digue a déménagé et puis il est devenu théâtre Daniel Sorano. Donc voilà. Et figurez-vous qu'il y a eu en 1967 un concours à toutes les troupes régionales. Voilà, mais c'était bien, c'était chic, tout se faisait à Paris. On n'était presque rien, on n'était pas connus, on valait rien si on n'avait pas été à Paris. Donc, la troupe Daniel Sorano a eu l'idée de faire une première mondiale sur une pièce, alors je ne sais pas l'auteur, mais je me souviens du titre, Le chien du général. Ça se passait des SS qui se trouvaient sur le front russe, dans une ferme qui appartenait à une vieille russe, et donc il se passait bon, un truc dramatique et tout ça. Mais il fallait trouver une vieille personne, une vieille comédienne pour jouer la vieille russe, la personne âgée russe. Et ils ont trouvé personne. Et alors ils ont demandé à ma tante, en plus du ménage, de devenir actrice, enfin comédienne. Mais le texte, le rôle ne donnait aucun texte à dire. Heureusement, parce que ma tante, avec un accent espagnol, elle parlait très bien le français, enfin bien le français, mais comme elle était née en Espagne, elle avait quand même un accent espagnol. Donc une russe avec un accent espagnol, ça aurait été un peu trop comique. Hein. Et en fait, dans la pièce, elle n'avait aucun texte à dire. Elle faisait 2 passages,
dans toute la soirée de la pièce, et puis elle faisait des gestes, voilà. Donc ils ont trouvé, alors ils ont dit à ma tante qu'elle serait payée, bien, effectivement elle a eu ce qu'on appelle la pige comédie et tout ça. Bon, bref, ça lui faisait un petit quelque chose en plus pour elle. Et puis voilà-t-il pas qu'ils présentent alors ce concours et on trouve que c'est les meilleurs et ils ont réussi et ils vont aller au théâtre de l'Odéon à Paris. Voilà. Alors tout le monde se prépare. Hein. Et en même temps qu'ils emportaient ma tante, parce qu'elle a joué son rôle de vieille russe, elle m'a montré les photos. Elle était habillée avec un foulard sur la tête, une robe longue et tout ça. Enfin bref. Et, on la reconnaissait à peine. Ça me faisait rire. Et puis à Paris, il devait jouer au théâtre de l'Odéon. Sauf que mai 68 est arrivé. Tous les acteurs, comédiens, toute la gauche bien pensante a envahi le théâtre de l'Odéon et a empêché justement le passage de la troupe d'Agnès Sorano de Toulouse. Ce qui fait que, ben, écoutez, ma tante n'a pas du tout regretté de ne pas aller à Paris, hein, parce qu'il était prévu qu'elle fasse ses 2 apparitions, mais en plus, elle devait être costumière, c'est-à-dire qu'elle devait repasser, elle devait amener les costumes à, je sais pas, une blanchisserie quelconque, qu'il aurait fallu qu'elle trouve à Paris, ou qu'on lui aide à trouver, parce que voilà, elle avait déjà quand même un certain âge, plus de 67 ans, je crois, à peu près, 66, 67. Et donc, elle devait s'occuper de les faire nettoyer, de les ranger, de les repasser, si nécessaire, et tout ça. Donc voilà. Et ça, comme elle est timide, puisqu'elle savait à peine lire et écrire, ça ne la dérangeait pas de ne pas aller au théâtre de l'Odéon. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le petit entrefilet du théâtre de l'Odéon et de ma famille. Voilà, j'adorais ma tante, alors vraiment. Et puis je peux vous dire qu'elle faisait une cuisine, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitule La cuisinière qui ne savait pas cuisiner. Ma tante, oui, elle savait cuisiner. Et je peux vous... non, mais franchement, non, je ne suis pas de Marseille, hein, je suis de Toulouse. Hein, mais je peux vous dire, j'ai mangé souvent chez ma tante, croyez-moi. Hein, elle faisait une cuisine. Je peux vous dire que même son mari lui disait, mon tonton, il disait toujours, il prenait des bouts de pain, il passait sans arrêt dans l'assiette, il essayait de récupérer les dernières miettes minuscules qui restaient. Et il disait toujours, je mangerai bien l'assiette tant que j'y suis, je mangerai bien l'assiette. Quand il est parti, et que moi j'ai mangé chez ma tante plus tard, je disais pareil. Ah, ma reine, je mangerai l'assiette tellement elle est bonne. Et puis je l'ai léchée devant elle, elle riait. Et voilà, elle est morte en 2008, et je n'oublierai jamais. J'adorais ma tante, j'aimais beaucoup ma marraine. Et voilà. Merci d'être venu écouter mes divagations. Merci d'approuver ou pas. Je vous dirai dans une prochaine vidéo ce que mai 68 a apporté aux ouvrières, aux filles ouvrières, pas celles qui se présentaient, se prélassaient sur les bancs de l'université, pas les riches, les faux folles, les bobos, pas le camp du bien, les bien-pensants, non, les ouvriers, ceux qui se lèvent le matin à 6 h pour aller à l'usine, ou dans les imprimeries, puisque moi j'ai travaillé dans les imprimeries, ou dans les magasins, les vendeuses et tout ça. Voilà. C'est eux qui sont les vrais Français de France. Et cette série de vidéos que j'ai fait pour mai 68, c'est pour vous dire que je suis contre, mais alors 100% contre la discrimination, la séparation, l'interdiction aux Français d'aller au restaurant, au café, au théâtre et de montrer le pass sanitaire. Bon, cette vidéo, je la fais juste avant le passage au Conseil constitutionnel de la fameuse loi anti-Covid. La loi où le virus, il en tremble encore hein, de cette loi anti-Covid. Il en a tellement peur qu'il en tremble encore. Hein. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'il va dire le Conseil constitutionnel, je m'en doute quelque peu. Mais en attendant, merci. Et approuvez ma vidéo ou pas, mais merci d'être toujours là, à mon écoute. À bientôt. Au revoir.